Bonjour, voilà, on est aujourd'hui le jour des rois mages et donc je viens pour vous faire un cadeau. C'est la suite du livre que j'ai commencé à lire qui s'appelle Deep Green Resistance, un mouvement pour sauver la planète. Voilà, j'ai lu quelques extraits il y a quelques jours et devant le succès monumental de cette vidéo, j'ai décidé d'enregistrer la fin des passages que j'avais sélectionnés. Voilà, c'est un livre qui est écrit par Derrick Jensen, que j'adore. Lierki, c'est Arik Magbey. Il est publié par les éditions Libres et traduit par Nicolas Cazot en collaboration avec d'autres traducteurs, que je remercie parce que Derrick Jensen avait eu la gentillesse de m'envoyer les livres, mais c'était en anglais, et donc je captais rien. Et en français, c'est beaucoup plus compréhensible. Ces livres, donc ce livre parle de résistance à la civilisation qui est en train de détruire la planète. Mais voilà, plutôt que vous le résumer, puisque je vais mal le faire, je vais vous lire des passages. J'ai sélectionné encore 3 passages que j'adore. Et voilà, je commence. Nous ne pouvons pas les arrêter. Ceux qui croient en l'invincibilité des coupables et de leur système ont tort. Les systèmes de pouvoir sont créés par des humains et peuvent être défaits par des humains. Ceux qui détiennent le pouvoir ne sont ni surnaturels ni immortels et ils peuvent être destitués. Des groupes de personnes disposant collectivement de beaucoup moins de ressources que n'importe lequel d'entre nous individuellement, dans les pays riches, ont combattu des systèmes de domination et triomphé. Il n'y a aucune raison que nous ne puissions faire de même. La résistance commence par le fait d'y croire, non pas par essayer de s'en dissuader, et encore moins par essayer d'en dissuader les autres. Sans une culture de résistance, les cultures alternatives et les valeurs antipolitiques qu'elles promeuvent sont tout ce que les aliénés et les opprimés trouveront. Et ce n'est pas assez. Les arbres ont besoin de pluie, la résistance d'une culture. Les êtres humains sont des animaux fabulateurs. Nous construisons des récits dans lesquels nous vivons. Ce n'est pas par hasard que le combat pour l'indépendance irlandaise a surgi du renouveau gaélique ou que le mouvement des droits civiques a suivi la renaissance de Harlem. Nous avons besoin de récits. Les résistants ont besoin d'histoires de résistance. Actuellement, les appels à changer notre culture s'opposent à la nécessité de la résistance. Le changement politique ne mène à rien. C'est notre culture qui doit changer, et c'est à peu près ce que cela suggère. Mais ces deux idées sont indissociables. Sans une culture de résistance, les activistes abandonneront par épuisement, ce qui ne constituera pas un échec personnel mais collectif. De même, sans un noyau de résistance, les cultures restent enfermées dans une optique de survie ou finissent par disparaître. La stratégie de Deep Green Resistance repose sur la relation essentielle et symbiotique entre la culture de résistance et les résistants. Nous ne rejetons pas l'un pour l'autre puisqu'ils ne peuvent exister l'un sans l'autre. Continent après continent, les cultures soutenables et égalitaires ont été rayées de la carte, insignifiant vestige historique qui se tenait en travers de la glorieuse route du capital, et les individus qui les composaient, courageux, fiers, vigoureux, ont fini au bout d'une corde ou écrasés par le rouleau compresseur des conquérants. Le pouvoir ne concède rien qui ne soit exigé. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais, a écrit Frédéric Douglass, avec la dense éloquence de ceux qui savent. Pourtant, l'attente se prolonge comme une ombre qui s'étend à mesure que les espèces sont exterminées et que le carbone s'accumule. Des guerriers pourraient interposer leur corps entre ce qu'il reste de futur et ceux qui le détruisent, si seulement ils bénéficiaient d'une stratégie viable et d'un soutien visible. La question est alors, ceux d'entre nous qui ne se battent pas, vont-ils les aider ? Allons-nous sceller notre destin avec eux, parler en leur défense, les héberger quand ils seront en danger, chanter les chansons de leurs histoires, élever nos enfants pour prendre leur place, préparer le chemin de leur victoire, les acclamer comme les plus braves et les plus dignes d'entre nous. 200 nouvelles espèces se sont encore éteintes aujourd'hui. Faites votre choix. Ça, c'est un passage de Lierki. Il est possible qu'au cours de ma vie meure le dernier ours polaire, dont la silhouette encore nimbée de sa blancheur ancestrale se détacherait d'un monde en liquéfaction. Cette possibilité est bel et bien apocalyptique.
Je ne cherche ni à provoquer la panique, ni à encourager le survivalisme, qui sont nuisibles l'une comme l'autre. Je cherche à créer un mouvement de résistance, doté d'une stratégie à la hauteur de nos problèmes. Le monde touche à sa fin. Le dernier ours polaire est peut-être déjà né, un ourson enveloppé dans la chaleur de la fourrure de sa mère, ou peut-être est-ce encore un ovule qui s'apprête à connaître pour la dernière fois les cycles ancestraux qui ont donné naissance à tous ceux qui l'ont précédé. Lorsqu'il émergera, le monde qu'il trouvera ne sera pas celui de sa mère ou de la sienne avant elle. Il n'y aura pas assez de glace pour qu'il se déplace, pas assez de phoques pour qu'il puisse bien se nourrir, garder une fourrure protectrice et se reproduire. Il y aura la faim et le froid jusqu'à ce qu'il meure, d'une façon ou d'une autre, dans une mer évidée par une culture que personne n'aura osé affronter. Voilà la réalité de l'extinction de masse. Elle ne se produit pas espèce après espèce, mais créature après créature, ours après ours, oiseau après oiseau, terrassés par la fatigue des kilomètres parcourus et par le manque de glace, de fleuves, d'abris. Les nidifications désespérées sont des bouches grandes ouvertes sur un avenir béant. Ils ont faim, soif, froid et ils meurent. La lente hémorragie que subit la planète, ce sont toutes ces créatures qui meurent les unes après les autres. Réduire la réalité physique à une histoire est évidemment l'une des caractéristiques principales du libéralisme. Suggérer en guise de stratégie politique que l'on change d'histoire est une impasse létale aux proportions épiques. Le meurtre de la planète n'est pas un mauvais film que l'on peut arrêter de regarder, ni un livre que l'on peut rapporter à la bibliothèque. Ce n'est pas une histoire. Ces créatures, ces miracles de cellules harmonisant plumes et légèreté, patience et racines, joie et souffrance, sont en train de mourir. Elles existent, et elles ont besoin de véritables défenseurs dans le monde réel. Peut-être pourrions-nous abandonner l'histoire selon laquelle le monde est composé d'histoires. Le monde est composé de créatures imbriquées dans une vaste toile qui consiste à donner et recevoir, dans un échange perpétuel entre la lumière du soleil et le carbone, dans une grande communion. Le souffle de chaque animal, ainsi que chaque radicule fragile, chaque cellule qui se divise sont une participation et un hommage à cette symbiose, tandis qu'en guise de gratitude, nous n'avons qu'à offrir un requiem emportant 200 espèces par jour. S'il devait y avoir un récit, voici ce qu'il devrait être. Il est possible de résister. Et, pour y ajouter du suspense, le temps nous est compté. Cela étant dit, pourrait-on arrêter de raconter des histoires et se mettre au travail ? Que voulons-nous ? Nous voulons que le dérèglement climatique et l'exploitation mondiale des pauvres prennent fin. Nous voulons que cette planète ne soit plus dévorée vivante, plus encore, nous voulons qu'elle guérisse et se régénère. En clair, nous voulons faire tomber la civilisation. Faire tomber la civilisation signifie priver les riches de leur capacité à voler les pauvres et les puissants de leur capacité à détruire la planète. Cela signifie qu'il faut intégralement détruire les infrastructures politiques, sociales, physiques et technologiques qui non seulement permettent aux riches de voler et aux puissants de détruire, mais qui les récompensent d'agir ainsi. Chaque victoire de la résistance a été obtenue dans le sang et les larmes au prix d'angoisse et de sacrifice. Ce que l'histoire nous enseigne douloureusement, c'est que les moyens de résister sont limités, qu'ils ont déjà été inventés et qu'ils impliquent tous une lutte intense et risquée. Lorsque les résistants l'emportent, c'est bien souvent parce qu'ils ont combattu avec plus d'acharnement que ce qu'ils pensaient possible. Voici l'autre partie du fardeau dont nous héritons. Quand nous aurons appris les histoires de ceux qui se sont battus, quand nous les aurons vraiment apprises, quand elles nous auront fait pleurer, quand nous les aurons gravées dans nos cœurs, quand nos corps les porteront comme l'ancien combattant porte ses éclats d'obus, nous n'aurons plus d'autre choix que de combattre nous aussi. Alors seulement nous pourrons espérer nous montrer dignes de ce qu'ils ont accompli. Certains ont combattu dans les conditions les plus hostiles et les plus épouvantables qu'on puisse imaginer. Ils sont nos prédécesseurs dans la lutte pour la justice et pour un avenir soutenable. Mais ceux qui luttent n'appartiennent pas qu'au passé, ils appartiennent aussi au présent. Et on ne les compte pas seulement parmi les êtres humains, mais parmi tous ceux qui ripostent. Nous devons lutter. Si nous ne le faisons pas, nous mourrons. Et pas uniquement dans le sens d'une mort physique. Lorsque vous avez vraiment pris la mesure de l'abnégation, de la persévérance et de la bravoure dont les résistants ont fait preuve durant les périodes les plus sombres, il vous faudra soit agir, soit mourir en tant que personne morale. Nous devons combattre, non seulement pour triompher, mais pour montrer que nous sommes à la fois vivants et dignes de cette vie. Voilà. Donc c'était un extrait de Deep Green Resistance, un mouvement pour sauver la planète. Voilà, ce livre m'a énormément touchée
Et ce qu'il enseigne, c'est qu'il faut qu'on arrête de se raconter des histoires, de croire que des pétitions ou le compostage vont fonctionner, alors qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on discute du fait que nous devons arrêter des multinationales multimilliardaires comme Total, CMA-CGM, Coca-Cola, Nestlé, des monstres surpuissants, et c'est contre eux qu'il va falloir se battre. Et je ne sais pas exactement comment, en tout cas la première chose, c'est de ne pas faire semblant qu'il va falloir faire autre chose. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça un peu le, le sens de ce livre, c'est arrêter de croire aux fausses solutions et essayer de commencer à discuter autour des ronds-points peut-être, des vraies solutions. Voilà, sur ce, merci beaucoup et bonne année.